Faire l'achat d'une machine à coudre reste un investissement en soi. Par contre, ce qui n'est pas un investissement, c'est les réparations ainsi que les nettoyages qu'on fait faire par un technicien. La meilleure façon d'y remédier, c'est d'apprendre à le faire soi-même. Bienvenue, mon nom est Richard Clavette de Clavette Machine à coudre. Bienvenue à cette première formation vidéo. Au début de la formation vidéo, on va avoir besoin de quelques accessoires. Des Q-tips ou des cotons-tiges, si vous préférez, un pinceau, des pinces, une burette d'huile. Naturellement, après avoir enlevé les plus gros morceaux, on peut toujours souffler avec de l'air. Mais on va y revenir. Tout d'abord, avant de procéder au nettoyage de la machine, quelques petites recommandations. Équipez-vous d'abord d'un appareil photo. Bien sûr, ne pas oublier que vous avez besoin aussi de tournevis. Vous avez des tournevis cruciformes, des tournevis plates et aussi, pour vous aider, un tournevis pour enlever les plaques d'aiguille. Tout d'abord, par sécurité, on va prendre le temps d'enlever l'aiguille. À cause justement qu'on doit faire des mouvements de rotation ainsi pendant le nettoyage et le huilage de la machine, il est recommandé de retirer l'aiguille en premier. Bien sûr, sur la surjeteuse, c'est la même chose. Prendre le temps de retirer les aiguilles et le pied presseur afin d'avoir une meilleure façon de nettoyer. Tout d'abord, on va commencer avec cette machine. On retire d'abord le pied presseur, la plaque d'aiguille et le crochet. Ici, nous avons ici un crochet à semi-rotation, c'est-à-dire lorsqu'on tourne, il fait un va-et-vient. D'accord? Ce n'est pas un crochet de machine à coudre industrielle ni semi-industrielle, qui sont très différents. Comme vous pouvez voir, il ne tourne pas complet sur lui-même, il ne fait que des demi-actions. La meilleure façon de le retirer est ceci. On retire la canette au tout début. Ensuite, nous ouvrons les crochets et retirons la demi-lune ainsi que le cerceau. Il est très important de prendre une photo avant de démonter pour pouvoir réassembler les pièces de la façon dans laquelle ils ont été démontés. Ensuite, certaines parties de la machine vont s'ouvrir de cette façon. D'autres, il faut vraiment dévisser le couvercle comme on va montrer sur la prochaine machine. Pour être sûr de ne pas perdre vos vis, vous pouvez prendre le temps aussi de mettre tous les accessoires dans un pot. Moi, je préfère les mettre à l'intérieur des couverts pour éviter des pertes. Ensuite, nous avons la partie de la courroie. On est un peu restreint en espace, mais on va y arriver. Et voilà. Ainsi, notre machine bien dégagée, ça nous permet d'avoir une meilleure vue de son intérieur pour le nettoyage. On va passer à l'autre machine. Elle aussi, le couvert se rouvre de cette façon aussi, mais on doit aller un peu plus à l'intérieur. On va retirer l'aiguille par mesure de sécurité.
Et ensuite, le pied. Et la plaque d'aiguille. Bon, on va y arriver. À l'intérieur ici, comme vous pouvez le voir, il est très différent de l'autre. Ici, on a un autre genre de crochet qui est rotatif et qui est couché, avec un porte-bobine en plastique. Nous allons y revenir plus tard pour vous expliquer les niveaux de tension. Ensuite, ces modèles sont un petit peu plus capricieux. Il faut les coucher et retirer les deux vis en dessous. Capricieux, c'est un grand mot car elle nous permet de pouvoir aller chercher les aiguilles qui sont brisées. Beaucoup de nouveaux modèles ne nous offrent pas l'opportunité d'aller chercher les pièces qui sont brisées à l'intérieur, à moins de les ouvrir en deux. Donc, ainsi, vous allez voir l'intérieur de la machine. Je vais juste faire un peu le tour de la table. Normalement, les aiguilles, quand ils cassent, ils se retrouvent toutes à l'intérieur du bol. Donc, on peut constater la poussière aussi qui s'est accumulée avec le temps. C'est une machine qui a été nettoyée dernièrement, mais il reste toujours des saletés. On peut la redresser à ce moment-là. Et on va finir d'enlever le dessus. De cette façon. Voilà. Bon, maintenant, on a deux machines presque dénudées. On n'ira pas plus loin car ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin au niveau du déshabillage pour l'entretien de notre machine. Ce que l'on veut, c'est de s'assurer que chacune des pièces est bien graissée, être capable de retirer les poussières au maximum au niveau de la tête et au niveau du crochet dans la base. Pour les surjeteuses, c'est un petit peu différent. Un peu différent. Il y a beaucoup moins de nettoyage et d'entretien à faire au niveau de la tête. Oups. On va se faire un petit peu de place. Ce qui est important à retenir, c'est au niveau de la plaque d'aiguille pour les surjeteuses. Vous êtes gâtés parce que là, on fait le survol général de 3 machines plutôt que de 1. Mais je tenais énormément à vous faire la démonstration du nettoyage sur les 3 types de machines. Car ce sont les machines les plus courantes sur le marché présentement. L'importance de retirer les plaques d'aiguille, vous allez comprendre maintenant tout à l'heure pourquoi que je vous les fais enlever. C'est quand même important de prendre le temps de démonter les plaques d'aiguille afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de saleté à l'intérieur. Je vais juste vous faire un petit dessin au tableau concernant les plaques d'aiguille au niveau des engrenages et des griffes. Lorsqu'on fait... Ceci, c'est une griffe. Okay? On la dessine de façon grossièrement. Vous en avez à 3 pattes, vous en avez à 4. Au-dessus, vous avez la plaque d'aiguille, dont la perforation, ici où la pénétration de l'aiguille se fait. Celle-ci, en temps normal, est beaucoup plus courte pour permettre à l'aiguille de pénétrer. Vous avez de l'accumulation qui peut se former au niveau entre les griffes. Si vous ne la dégagez pas, ça devient comme du feutre à force de s'accumuler. Donc, ce qui est pour but, c'est que lorsqu'il est trop rempli, ça vient pousser la plaque vers le haut. Et quand vous cousez, l'aiguille vient frapper à l'intérieur. Souvent, vous allez voir vos plaques d'aiguille sont ainsi. Elles sont amincies et curvées vers le bas. Donc, commencent à être endommagées et de moins en moins serviables. Donc, il faut faire vraiment attention à chaque nettoyage de bien gratter à l'intérieur. Voici la façon de faire. La façon de faire. Utilisez une pince ou même un petit tournevis. Vous venez ici à l'intérieur afin de dégager entre les griffes pour pousser ou retirer les mousses qui sont collées souvent à l'intérieur.
La même chose au niveau de la surjeteuse. Je vais enlever le pied juste pour vous permettre de voir plus clair. Ici, derrière la plaque, on peut voir qu'il y a énormément de mousse qui s'est accumulée. Ben, un peu, vraiment. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Mais c'est toute la mousse qui s'accumule en dessous. Ceci peut se comprimer puis devenir très dur. Donc, peut endommager votre machine avec le temps. Ça provoque des problèmes d'entraînement et surtout le fait de voir que le matériel ne veut pas avancer. C'est ça que ça provoque en temps normal. Donc, il faut bien prendre le temps de nettoyer sa machine au complet. Pour nettoyer, normalement, on peut utiliser un pinceau. Là, je suis un petit peu à l'envers. En temps normal, je suis devant la machine quand je fais. Vous pouvez utiliser votre pinceau et bien balayer toutes les surfaces qui sont enduites de mousse. On va en parler tantôt de ce qui provoque cette mousse-là. Puis je pense que vous le savez, si vous êtes une couturière d'expérience ou un couturier d'expérience, la façon de bien vouloir, de pouvoir nettoyer sa machine correctement. On va se donner un petit coup de main plus rapide. On peut utiliser aussi la bouteille de compression d'air qui va nous éviter vraiment un paquet de problèmes et du temps aussi. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup de fiume un peu, hein? Donc ça assèche énormément lorsqu'on nettoie avec ça. Ça fait un petit fiume et ça élimine aussi certaines graisses de gras sur la machine. Ça peut pousser les huiles, ça peut être nuisible à la machine. Donc, il faut vraiment faire attention et prendre le temps aussi de bien nettoyer sa machine. On peut faire la même chose pour celle-ci. Elle et la surjeteuse, c'est pratiquement la même chose. On peut les souffler facilement. Il n'y a pas vraiment de tiges à l'intérieur qui retiennent l'huile. Donc, on n'a pas de danger d'y perdre. Par contre, il faut prendre le temps aussi de les huiler. C'est très important. Pour celle-ci, c'est fait au niveau du nettoyage. Ça n'a pas pris vraiment de temps. Comme vous pouvez voir, c'est quand même un temps qui est bien investi quand on fait soi-même son ménage. Par contre, ici, il y a une grosse attention à porter. Pour le nettoyage, on a la même chose. On peut souffler pour le haut. Il n'y a aucun problème avec ça. On n'a pas de problème. Il n'y a pas grand-chose qui peut rebondir au niveau de la machine. Ce que j'aimerais porter votre attention, par contre, c'est sur cette petite tige à l'intérieur, ici. Je vais pencher la machine pour qu'on voit mieux, là. Ici, à l'intérieur, vous avez une corde, OK? Un absorbeur. C'est un petit coton à l'intérieur qui permet d'alimenter en huile l'intérieur du crochet. Donc, il ne faut pas souffler à l'intérieur ici, OK? Si vous soufflez ici, il va être littéralement éjecté. Puis si vous le perdez, à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup de plaisir à aller le chercher au niveau du plancher. Donc, on va poursuivre le nettoyage ici, qui est quand même assez simple. On va le pencher pour qu'on puisse voir mieux. Prendre le temps. Vous voyez ici ce que je vous disais, la saleté qui s'accumule. On va la pousser un petit peu, là. Vous voyez ici, ça fait vraiment un cordon à l'intérieur. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez l'accumulation que ça peut faire. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle n'a pas été nettoyée, donc l'accumulation est quand même assez longue, assez grande. Vous allez dire que ce n'est pas très, très épais, mais par contre, si vous accumulez tout ça, vous avez environ 1 mois d'usure sans nettoyage. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va continuer à s'épaissir, puis ça vient vraiment comme l'intérieur d'une botte d'hiver, ça devient feutré. Donc, ceci risque de soulever la plaque et de vous occasionner des problèmes d'engrenage et d'entraînement. Ce qui peut se faire aussi, c'est que la mousse que vous accumulez à l'intérieur ici, il faut prendre le temps de la nettoyer et de l'enlever.
comme il faut. Là, on n'a pas beaucoup à l'intérieur parce que ça a été nettoyé. J'ai juste la griffe qui a été négligée. Donc, à ce moment-là, c'est quand même bien. Les mousses qui sont traînées au fond, la pince va vous permettre de pouvoir aller les chercher plus aisément afin de mieux les dégager. D'accord? Sinon, vous pouvez venir en dessous ici et prendre le temps de retirer les mousses qui sont collées. Conseil de ne pas prendre votre pinceau, vous risquez de le scraper comme il faut. Comme vous voyez ici, il y a de la mousse de coincée dans le gras. Il faut prendre un petit peu le temps de bien les retirer parce qu'il peut y avoir un bout d'aiguille de cassé à l'intérieur. Puis ici, c'est fragile, c'est en plastique, c'est plus des conceptions qu'on avait autrefois qui étaient entièrement en acier. Donc, le plastique vient fragiliser la machine. Donc, il faut faire son nettoyage beaucoup plus fréquemment afin d'éviter ce genre de bris. Donc, voilà. Maintenant, on a dépoussiéré nos 3 machines. Ce qui est important de retenir, c'est qu'au niveau de celui-ci, il est beaucoup plus à risque au niveau des dommages que ces machines-là. Ces machines-là, avec un crochet qui est en dessous, en acier, la poussière va tomber directement à l'intérieur de la machine plutôt que de s'accumuler en dessous. Ces petites bobines en plastique qui se retrouvent avec le crochet peuvent être problématiques. Par exemple, la poussière qui va accumuler en dessous peut s'accumuler. D'accord? Et lorsque la poussière s'accumule à l'intérieur de ça a cet effet. Excusez le dessin. Vous avez le crochet ici en dessous qui vient ramasser votre fil. Ça crée un petit bol. Votre porte-bobine est à l'intérieur ici. Lorsque la poussière s'accumule et que vous ne nettoyez pas votre machine correctement, la poussière finit par s'enrouler, faire des motons et le pousser en surface. Donc, il va sortir de son bol. Puis ce qui est important à retenir, c'est que lorsqu'il sort, à ce moment-là, le fil coince, casse et peut causer toutes sortes de dommages sur votre machine. On peut voir même qu'il va sortir de sa trajectoire pour se placer autrement. Donc, il faut éviter et prendre le temps de bien nettoyer sa machine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la vérification des courroies avant de continuer à aller plus loin. La courroie, ce n'est pas très compliqué, d'accord? Lorsque vous faites le test pour votre courroie, vous devez vous assurer de la légèreté au niveau de la tension. Elle ne doit pas être rigide. Si vous n'avez pas cette flexibilité, je vais juste tourner un petit peu plus comme ça, vous devez avoir cette flexibilité à ce niveau-là. Si la courroie, vous appuyez dessus et vous n'êtes pas capable de la plier légèrement, ça va avoir pour but que le moteur va forcer, votre machine va être beaucoup plus lente. Fait que pour accélérer votre machine, on doit remonter le moteur afin d'aller chercher une certaine flexibilité. N'ayez crainte, si vous allez plus loin, le moteur va simplement tourner dans le vide. Il va manquer de crampons, donc elle ne tournera plus aussi bien. Donc, vous réajustez de façon à avoir vraiment une tension légère, d'accord? Une légère pression de chaque côté pour montrer une certaine flexibilité au niveau de votre courroie. Ça, c'est bon pour tous les appareils. Que ce soit une surjeteuse ou même les industriels, la flexibilité est un petit peu plus grande à cause de la longueur de la courroie. Mais au niveau domestique, il n'y a pas de problème. Si jamais vous brisez une courroie et que vous voulez en acheter une autre, il y a des sites web où que vous pouvez commander directement. Je ne les nommerai pas ici présentement. Par contre, je peux vous donner un exemple, c'est que si jamais votre courroie est bien endommagée, vous pouvez tout simplement prendre une corde, venir l'attacher de façon assez dure pour garder une certaine flexibilité aussi. Ensuite, vous coupez et vous mesurez la longueur. Ceci va vous donner exactement la longueur que vous allez pouvoir commander, car ce n'est pas vendu selon la circonférence comme une courroie d'automobile par contre. C'est vendu vraiment sur la longueur. Fait que faites bien attention de vous assurer que votre moteur n'est pas à son plus bas, mais à son plus haut lorsque vous allez acheter votre courroie, de façon à garder un certain ajustement. D'accord? Poursuivons maintenant. Au niveau du nettoyage, c'est fait. Maintenant, on va parler de huiler sa machine, de bien la huiler. Pour les poussières, ça n'était pas bien compliqué. Maintenant, le fait de pouvoir être capable de nettoyer et de huiler sa machine, c'est un petit peu différent. Il ne faut pas en mettre trop. Ce n'est pas des friteuses, on parle ici. On parle bien de machine à coudre. Donc, prenez le soin
de mettre une goutte à la fois et de retirer cette goutte. La raison pour laquelle on a besoin aussi des cotons-tiges. Par exemple, assurez-vous pour le choix de l'huile, d'accord? C'est très important. Elle doit être transparente, non jaunie. Si vous voyez une huile pour machine à coudre, dont trois facteurs qui est bon pour les rasoirs, les tondeuses, les bicycles, oubliez ça, OK? Faut pas qu'elle soit jaune, il faut qu'elle soit claire et limpide. De l'huile à coudre professionnelle pour machine à coudre. Moi, j'utilise de l'huile de machine à coudre pour machine à coudre industrielle. On ne se trompe pas, on fait un très bel job avec ça. C'est sûr que moi, je l'achète en grosse quantité pour remplir mes bouteilles, mais vous pouvez acheter dans n'importe quel club tissu ou autre qui vend des machines à coudre dans des bouteilles transparentes. Ils viennent souvent avec un bec extensible qui vous permet d'aller plus loin au niveau du huilage. Faites bien attention à l'achat de vos huiles. Ensuite, on a enlevé les aiguilles tout à l'heure juste pour une raison, pour pouvoir se permettre de faire articuler notre machine. Comme vous pouvez voir, on a de multiples articulations à l'intérieur. C'est ceux-là qu'il faut aller graisser. Ça ne donne rien d'aller graisser les autres tiges. Donc, on emmène les joints le plus possible, le plus près possible. On va aller porter notre goutte d'huile, ainsi. Voilà. Ensuite, on la fait tourner. Une fois, deux fois. Ensuite, on va aller absorber le surplus d'huile qu'on a mis. Le but, c'est vraiment d'aller graisser l'articulation à l'intérieur. Ensuite, on va continuer ici. Ainsi, oups, on va enlever tout de suite le plus gros. Mon huilier, il est très généreux aujourd'hui. Voilà. Si vous n'avez pas de coton-tige, vous pouvez utiliser aussi des essuie-tout ou un mouchoir. Ça va faire exactement la même job. Puis ça va permettre aussi d'aller absorber le maximum d'huile. Vous avez des légères perforations ici, juste sur le dessus. Vous pouvez mettre votre huile ainsi. On enlève le surplus, on tourne. On s'assure que le mécanisme est bien huilé. Comme ceci. Ensuite, on a l'articulation pour le zigzag ici. On va le faire bouger un petit peu à son maximum. On va remettre un petit peu d'huile. Pas plus qu'il n'en faut. Voilà, on va enlever l'excédent. Juste le fait de faire un petit peu l'articulation de la machine, ça permet en même temps à l'huile de bien aller se porter à l'intérieur. Donc, vous vous retrouvez avec une machine qui est quand même bien lubrifiée à ce moment-là. Aussi, on va monter l'aiguille à son plus haut. On va en mettre un peu ici, sur le joint. On va la mettre sur le tube en haut et sur la barre en bas. Comme ça. On va faire la même chose, un va-et-vient. Vous voyez l'huile qui ruisselle un peu. On l'amène au plus bas maintenant, le contraire, et on vient absorber le surplus d'huile. Comme ça. Ainsi, vous avez une lubrification qui est adéquate. C'est pas trop, ça ne viendra pas couler de chaque côté et se retrouver sur vos tissus. Le but de l'exercice, c'est surtout ça, éviter d'avoir de l'huile sur nos tissus. Ensuite, ici, sur le dessus, on va pencher un peu pour pouvoir voir un peu plus. Vous avez aussi des articulations. Par contre, nous avons des parties qui sont graissées en plastique. Ne jamais mettre d'huile sur les parties où il y a de la graisse. Vous allez dissoudre ces graisses et endommager votre machine. Dès qu'elle va forcer, les parties qui sont non graissées, ils vont sécher à cause de l'huile que vous avez mis et ils risquent de briser. Et là, vous vous encourez à de très bons frais. Par contre, on a des trous pour les orifices, pour le graissage à certaines places. Donc, on va en profiter. On en a un ici. On y va encore une fois. Une goutte. On fait tourner le coton-tige pour retirer le surplus. Ainsi. Bon, là, j'en ai mis où il y avait une petite vis. On va mettre ça ici, comme ça. On va remettre l'huile de bien rentrer à l'intérieur. On enlève l'excédent. Parce que les vieux modèles de machines à coudre ne sont pas montés sur des bearings, mais bien sur des bushings. Donc, il faut faire attention à bien les lubrifier et à la vitesse que ça tourne
elles ont vraiment besoin de lubrification. Voilà. Ça, c'est fait pour le dessus. La courroie, elle était faite aussi. On va en profiter pour remonter cette partie. Maintenant, on va procéder à l'assemblage. Du moins pour cette partie-là, on n'aura plus de besoin. Voilà, pour la partie de la courroie. Maintenant, en dessous de la machine, on a encore des petits endroits où on peut aller graisser notre machine. Voilà. Nous avons toujours ici un léger joint là. Non, ça. Ici. Pour se permettre de se repérer un peu plus, on va tourner un peu. On voit les articulations. Il y a un petit peu de graisse ici. Voilà. Et à l'arrière ici. Et voilà. Bon. Fait qu'ici en haut, c'est fait. On va pouvoir refermer notre couvercle. La meilleure façon de remonter un crochet comme ça arrive souvent, les gens m'appellent pour me dire que tout est tombé. Vous couchez votre machine, d'accord? La demi-lune dans votre main ici, et vous venez combler la partie manquante ici, là. Vous voyez? Vous vous assurez que la partie de l'aiguille est au plus haut, ainsi. Ça va soulever la griffe, donc vous permettre un meilleur assemblage. Ensuite, vous venez déposer au centre. C'est vrai, avant aussi, je vous conseillerais de prendre un peu d'huile sur le crochet ici. Ainsi. Et vous arrangez juste pour lui permettre de mieux glisser à l'intérieur. Ensuite, on vient le réinstaller comme ceci. Vous vous assurez qu'il est bien appuyé à sa place, d'accord? Ensuite, on pose l'anneau. Il y a une petite encoche en bas, on la rentre à l'intérieur et on revient fermer les petites oreilles de chaque côté. Ainsi, on peut remonter sa plaque d'aiguille de cette façon. Une petite vis. Voilà. Ça va ici. Maintenant, le pied, ça va avec ça. Et celui-ci s'en vient là.
Donc, la même chose pour elle, un petit peu plus compliqué à cause de la lumière, la façon qu'elle est placée, mais on a aussi des trous pour vraiment aller porter notre huile. Donc, on va mettre une petite goutte, on va la faire tourner et enlever cette fameuse goutte qui risque de se déverser plus bas. On a le joint ici, encore une fois, on va le faire là. On n'a pas la petite goutte, on ne peut pas voir la perforation de l'autre côté. Donc, on la dépose sur l'articulation. Pardon. Même chose ici, on le fait un petit peu comme ça. On tourne. Et on vient enlever le surplus. Voilà. De cette façon-là, on est sûr et certain que les articulations sont bien huilées. Même chose encore que tantôt. On monte l'aiguille à son plus haut. On vient porter la goutte. On vient porter l'autre goutte ici en bas. On a-tu mis? Oui, on en a mis une. Ensuite, on descend. On remonte encore une fois. S'assurer que l'huile a bien pénétré à l'intérieur. On redescend en bas complètement et on vient éponger comme ceci. Voilà. Donc, à ce moment-là, notre machine, elle est huilée et bien nettoyée. On va se faire de la place. On va revenir pour la tension avec le crochet tantôt. La surjeteuse. On a procédé à son nettoyage tout à l'heure. Maintenant, on va regarder pour son huilage. La partie la plus simple, c'est ici. On va aller porter une goutte d'huile à l'intérieur. Malheureusement, on ne verra pas très bien ici. Là. Puis un petit peu en haut, comme ceci. Et on va faire virer la machine légèrement pour permettre vraiment une bonne lubrification. Ensuite, la même chose qu'avec les autres machines, aller chercher le surplus en bas et en haut. La partie qu'il faut vraiment penser à faire après avoir soufflé avec ceci, parce que ça assèche énormément lorsqu'on vient souffler ici en bas. Il faut penser, on l'appelle le upper looper, OK? Le crochet du haut. Celui-là ici, il faut vraiment venir penser à mettre sa petite goutte d'huile, le faire fonctionner, d'accord? C'est lui qui va crier le plus au niveau de votre machine si vous n'avez pas un huilage adéquat. Bien sûr, le ramasser parce que ces machines-là, c'est eux qui vont vraiment faire de la poussière. Deux choses vont faire de la poussière, la perforation des aiguilles ainsi que le couteau d'un côté. Ça va vraiment faire une énorme poussière. Donc, il faut vraiment penser à réessuyer la majorité de l'huile qu'on a mis dessus, s'assurer qu'il y ait vraiment un film à l'intérieur. Ensuite, les autres articulations au bas ici. Même chose, on vient retirer le maximum. On va changer un petit peu de coton. On vient retirer le maximum. Et voilà. Ensuite, vous avez deux petites perforations ici. Oups. On va ajouter un petit peu d'huile ici, à ce moment-là. On bouche le trou et on fait une légère pression pour obliger l'huile à rentrer à l'intérieur. Même chose ici. Normalement, lorsqu'on fait ce genre de procédé-là, on réduit énormément le bruit de notre machine. Ensuite, le fait que le bruit soit beaucoup réduit, on a moins tendance à croire qu'on a besoin d'un réparateur pour venir faire l'entretien de notre machine. C'est pas plus compliqué que ça pour faire l'entretien de ces machines. Il faut juste prendre le soin de bien les démonter, se rappeler où ce qu'ils vont les vis. Ça m'arrive aussi. Et de faire attention de ne pas oublier quoi que ce soit. Donc, on va rassembler la surjeteuse.
Faites attention, souvent, les parties d'épingle ici. Sur certains modèles, elles sont tellement proches ici que le fil vient bloquer. On se demande souvent pourquoi aussi que la machine, le tissu vient bloquer, se bourre. Faites attention que ces aiguillons-là ne soient pas endommagés ni calés vers l'intérieur. Ceci pourrait provoquer vraiment des problèmes là, sur votre machine. D'accord? On va en reparler tout à l'heure aussi. Donc, naturellement, assurez-vous vraiment que la griffe, que ce soit autant pour une plaine que pour votre surjeteuse, vous assurez que l'aiguille et la griffe soient complètement en bas avant de fixer entièrement votre griffe. Vous faites la côté, ensuite vous la loussez et vous la resserrez de façon à qu'elle soit bien appuyée. Souvent, on a tendance à utiliser des pieds qui n'appartiennent pas à la machine, donc on le fait complètement avec la griffe en haut et quand on arrive pour coudre, l'entraînement est inutile. Elle se fait pas du tout. Donc, il faut faire attention d'utiliser les bons pieds, naturellement, pour nos machines. Il en existe beaucoup. Il faut faire attention de ne pas les mélanger. Toujours vous fier à votre manuel pour avoir les bons endroits à graisser, les bons outils, aussi les bonnes pièces pour votre machine. Pour la surjeteuse, c'est terminé. Maintenant, la petite dernière. Oui, c'est ça, OK. Elle, ici, on avait un autre genre de nettoyage à faire. Elle, on avait fait le nettoyage complet, l'agraissage de la tête. Naturellement, il nous reste les articulations au niveau de la griffe à faire. Donc, on a un ajustement ici qu'on va bouger. Juste, on voit les articulations bouger dans le bas ici. On va nettoyer un petit peu plus. Toujours mettre le pouce ou un objet à l'intérieur du centre pour éviter que la tige soit éjectée. Puis comme le dessous est bien enlevé, à ce moment-là, on n'a pas de danger qu'il y ait une accumulation. La cochonnerie va vraiment sortir. Donc, on va recoucher ici comme ça. C'est bon, OK. Là, on va mettre l'huile. Il faut mettre juste sur le côté parce qu'étant donné qu'on n'a pas accès directement à une autre articulation un petit peu plus dans le bas, naturellement, je pense qu'on ne pourra pas la voir, celle-là. Mais on la voit quand même là, en faisant bouger votre machine. C'est pour la raison qu'on enlève les aiguilles, c'est pour vraiment vous pouvoir faire une rotation et voir vraiment chacun des mouvements. On peut aller voir un peu plus en dessous de la machine. Vous voyez les engrenages, la façon qu'ils tournent. À ce moment-là, il faut faire vraiment attention, s'assurer qu'il y a toujours une graisse qui est vraiment active, c'est-à-dire qui n'est pas sèche. Lorsqu'elle est sec, à ce moment-là, il faut mieux l'enlever et d'en mettre de la nouvelle. Mais ici, on n'a pas besoin de le faire. On n'a pas beaucoup. Donc ici, on va pouvoir remettre son couvert.
C'est sûr que faire l'entretien et le nettoyage de sa machine, c'est vraiment un peu long. Des fois, on se dit que ça n'en vaut pas la peine. On n'a pas suffisamment travaillé avec sa machine. Tout dépendant des matériaux dont vous allez utiliser, ça peut faire une grosse différence sur la saleté qui peut s'accumuler au niveau de votre machine, comme les aiguilles utilisées. Voilà. Maintenant, le crochet. Le porte-canette. Celui-ci, il faut faire vraiment attention lorsqu'on le pose. Ici, si vous remarquez, vous avez les parties ajustables au niveau de votre tension. Normalement, ils sont pré-réglés de compagnie, donc on ne devrait jamais avoir besoin de jouer avec ça. Ici, vous avez un butoir en plastique qui est ajouté. C'est bien important d'observer cette partie-là avec la partie qui est ici à l'intérieur de la machine. Vous voyez, il y a un butoir avec un ressort. Okay? Les deux sont faits pour se rencontrer, ainsi. Donc, il faut huiler l'intérieur de la machine, bien sûr, bien avant. Donc, on va envoyer de l'huile. Vous appuyez légèrement à l'intérieur et vous pressez, de façon à ce que l'huile rentre correctement à l'intérieur. Ensuite, on va enlever le surplus de l'huile. On va la faire une rotation. Si que vous avez un surplus d'huile sur votre coton-tige, vous pouvez frotter un petit peu le bord ici. Ça va permettre de lubrifier aussi votre porte-canette. Ensuite, vous vous assurez que votre barre d'aiguille elle est complètement en haut. Ça veut dire que votre griffe aussi se retrouve en haut à ce moment-là. Lorsque vous l'insérez à l'intérieur, prenez le soin de bien l'appuyer. Vous voyez, il vient percuter le petit ressort. À ce moment-là, vous êtes bien installé. Si vous le mettez de l'autre côté, vous n'avez aucun succès de coudre avec votre machine par après. Donc, prendre le temps de bien accoter les deux butoirs face à face. Ensuite, on peut remettre à ce moment-là cette partie. On va le retirer comme ça. On remonte la plaque d'aiguille. On s'assure qu'elle est bien installée à sa place. On va chercher ma vis. Ici, comme ça. Ça doit être celle-là. Voilà. On va prendre un raccourci. Naturellement, quand les tournevis ne vous permettent pas d'y aller, il y a toujours ce modèle de tournevis qui peut vous permettre aisément d'aller fixer vos plaquettes. Voilà, pour ça. Et cette partie-là était faite. Je pense qu'en haut, on l'avait fait aussi. On l'avait-tu fait en haut, lui? Non, hein? Voilà. À partir d'ici, on peut voir facilement les autres parties qu'on peut huiler. On les a faites en bas ici tantôt, on les voit ici en haut. Donc, on peut ajouter ici facilement, la faire bouger. Il ne faut pas oublier de faire des mouvements de rotation à chaque fois que vous mettez une goutte d'huile. Et bien entendu, la retirer par la suite. Si vous ouvrez votre machine et que vous voyez des traces de graisse sur chacun des joints, n'ajoutez pas d'huile, d'accord? Elles ont été montées avec de la graisse et tant que la graisse est là, ça ne nécessite pas d'huile. C'est surtout sur les modèles récents. Les modèles les plus anciens, vous avez besoin de mettre un peu d'huile à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, celle-ci ne nécessite pas énormément de graissage. Donc, on va pouvoir refermer notre couvercle. Bon, avant de complètement refermer le couvercle, je voudrais vous montrer ceci. Cette partie est faite pour l'embobinage de votre machine. Vous avez une espèce de grande roue enrobeur qui est enrobée ici. Celle-ci, il faut éviter à tout prix de mettre de l'huile sur cette place. D'accord? Autant sur vos courroies que sur les caoutchoucs.
Il faut prendre note aussi que tous les caoutchoucs ou rubbers à l'intérieur de votre machine vont être sérieusement endommagés si de l'huile se trouve dessus. Ça les désagrège et ça les désagrège, point final. C'est plus bon. Il faut les changer, en mettre des neufs. Donc, si vous voulez éviter de les changer régulièrement, évitez de mettre de l'huile à l'intérieur comme sur les parties de plastique. Toutes les autres parties en plastique. Dans l'ancien temps, on mettait énormément de métal au niveau des machines à coudre parce qui touche les engrenages. Maintenant, on a de la fibre de carbone, des fibres de plastique, de la résine, et puis, en tout cas, on peut leur donner tout du nom. Du plastique, ça reste du plastique. Il ne faut jamais mettre de l'huile à l'intérieur de ça. L'huile, non seulement ça va délaver et enlever les graisses que vous avez sur votre machine, mais ça va aussi nuire à l'état de votre machine. C'est-à-dire que ça va sécher les plastiques et chaque plastique qui va sécher risque de briser beaucoup plus rapidement. Un petit morceau d'aiguille, un gros morceau de mousse, même un jeans épais au moment d'une couture va faire en sorte que les engrenages de plastique vont casser. Donc, évitez de mettre de l'huile sur tout ce qui est plastique. Je ne parle pas de la carrosserie, mais bien des engrenages à l'intérieur de votre machine. On va finir d'assembler cette machine-là. Ensuite, on va tomber directement sur tout ce qui est problématique au niveau de la couture et ce qui pourrait aussi endommager votre machine. À côté. Donc, ceci va compléter le nettoyage et le huilage de votre machine. Faire attention, comme je vous ai expliqué depuis le début, une goutte sur chacun des engrenages, prendre le soin de bien les essuyer à chaque fois. Ainsi, ça va vous éviter d'avoir des tissus qui vont être tachés à cause de l'huile. Et ça prend quand même un certain temps avant que toute l'huile soit descendue. Donc, retirez-la au fur et à mesure que vous faites votre huilage. Ne vous inquiétez pas, lorsque vous faites un mouvement de rotation sur votre volant ici, ça fait pénétrer l'huile à l'intérieur. Naturellement, ce ne sont pas des bearings, ce sont des bushings. Les nouvelles machines à coudre, beaucoup plus récentes, sont un modèle qui sont scellés. Il faut vraiment les scindre en deux afin d'aller à l'intérieur. Certains, les couverts peuvent s'enlever facilement, mais ne requièrent pas d'huile, sauf au niveau de la barre d'aiguille, qui est très important de se rappeler, car les nouveaux modèles contiennent vraiment des bearings au niveau de la tête. Donc, ne nécessitent pas d'huile ni de graissage. Les autres pièces qui sont graissées, on dit que ce sont des machines sans entretien, s'il vous plaît. Faites attention lorsqu'on vous dit sans entretien. Ça n'existe pas, des sans-entretien. Surtout avec l'époque que l'on vit présentement, la fabrication des masques est lancée de façon catégorique dans toutes les demeures pratiquement. Tout le monde font des usages anormaux de leur machine. Qu'est-ce qu'un usage normal? L'usage normal, c'est 1 heure à 3 heures par semaine, maximum. On parle aussi peut-être d'un 7 à 8 heures le temps d'Halloween ou à des grandes occasions. Mais on n'a pas tous de grandes occasions. Certaines personnes vont utiliser ces machines-là pour un usage industriel à la maison. Les usages qui vont traverser plus de 4 heures à 5 heures, même 3 heures et plus, deviennent un travail qui est abusif pour ce genre d'appareil. Ce ne sont pas des appareils faits pour l'industriel. Les semi-industriels sont faits pour travailler plus de 8 heures. Par contre, ces machines-là ne sont pas faites pour travailler plus de 8 heures. Donc, si vous avez une machine flambant neuve, sans entretien, et vous travaillez 8 heures avec et qui commence à faire du bruit, posez-vous pas de questions, votre garantie vient de sauter. Clair et net. La raison est simple, comme je vous le disais tantôt, les machines sont conçues pour un travail normal, qui ne dépasse pas 3 heures par semaine à 4 heures. Si vous faites des travails abusifs, qui est plus de 3 heures, vos garanties ne seront plus valables. Fait que faites attention lorsque vous utilisez vos machines. Du moins, utilisez-les avec du bon matériel, ce qu'on va parler maintenant. En ce qui concerne l'entretien de la machine, félicitations, vous avez traversé quand même une bonne phase. La plupart des gens ont peur d'ouvrir leur machine en se disant « Ah, je vais sûrement briser quelque chose ». Non, si vous suivez les étapes une à une, que vous prenez une photo de chaque chose que vous allez défaire sur votre machine, que ce soit un couvert de tête, le devant, le dessus de votre machine ou en dessous. Si vous prenez le temps de photographier, de démonter, ensuite de reprendre des photos, l'assemblage va être beaucoup plus simple et
le nettoyage de votre machine ainsi que huiler votre machine sera beaucoup plus un jeu d'enfant qu'une corvée. Mais il faut prendre le temps quand même de le faire. Maintenant qu'on a fait le nettoyage et un bon huilage au niveau de notre machine, on va passer maintenant au problème sérieux. Qu'est-ce qu'un problème sérieux? Vous allez vous en rappeler. On a au niveau des problèmes la tension. Tout ce qui touche les fils. Mauvais fil, bon fil, c'est quoi? Premièrement, on va faire un petit zoom, si vous me le permettez, sur c'est quoi un bon fil puis un mauvais fil. Vous allez comprendre une chose. Si vous me permettez, je vais m'avancer un peu. Ici, vous avez vraiment un bel exemple en ce qui touche un mauvais fil. J'ai pris la peine de cercler les distances, les différences qu'il y a dans l'intérieur d'un fil bon marché. Vous avez des irrégularités, c'est-à-dire une partie qui est mince, une partie beaucoup plus ambrée. Ça veut dire que lorsque vous tirez sur votre fil au moment de l'enfilage, vous le sentez graffiner un peu comme un papier sablé. C'est pas lisse, c'est granuleux, ça tire, ça donne des coups. Fait que c'est pas très très bon. Fait que lorsqu'on va parler d'un mauvais fil tantôt et de mauvaise couture, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y en est. À côté ici, vous allez voir la différence avec un bon fil. Beaucoup plus dispendieux et beaucoup plus efficace. Il est lisse lorsqu'on le passe à l'intérieur du tensionneur. Vous avez un meilleur résultat et une tension qui est régulière. Qu'est-ce qu'une tension régulière? Ça aussi, c'est présent. Ici, vous avez un tensionneur qu'on retrouve sur la majorité. Bye! Ici, nous avons un tensionneur qui va sur la plupart des machines. Naturellement, on parle de vieux modèles. Les modèles plus récents sont ainsi. Ils sont numérotés tous de la même façon, de 0 à 9. Donc, on enlève la pression à 0 et on en met au maximum à 9. Comme vous pouvez voir ici, lorsque on augmente la tension, le ressort diminue. Donc, il exerce beaucoup plus de tension sur les disquettes. Qu'est-ce qui va faire que votre machine va sauter des points, va être lousse ou briser votre fil? C'est la crasse et la saleté qui va s'accumuler à l'intérieur. Donc, de quelle façon allons-nous enlever ça? Très simple. Suivez bien. On va remonter une machine à coudre ici. C'est le même principe que celle-ci, d'accord? Donc, on va la tasser légèrement de côté pour que vous puissiez avoir une meilleure vision. Ici, j'ai coupé des tissus au préalable, d'accord? Il doit être propre, d'accord? On n'utilisera pas la partie ici ni ici, parce qu'il y a déjà des saletés, c'est déjà ébréché. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre tissu en deux, s'assurer qu'il le reste. Ensuite, on va diminuer notre tension à 0. On va soulever notre pied pour dégager les disquettes de tension. Ce qu'on parlait ici, on va les dégager tout simplement. Ensuite, on va passer notre tissu à l'intérieur tel une soie dentaire. Ainsi. On va le glisser à l'intérieur, comme ceci. On va rebaisser notre pied. Maintenant que le matériel tient, on va augmenter notre tension jusqu'à 7 environ. Mettons 6. Ensuite, important d'avoir 12 pouces, d'accord? On tire vers le bas en retirant vers soi de façon à bien glisser à l'intérieur et on retire. Il ne faut pas remonter beaucoup, OK? Ici, vous avez un ressort de tension. Il faut faire attention de ne pas le briser, d'accord? Sinon, vous allez être obligé de commander. Puis certains vieux modèles, c'est très difficile de les avoir. Donc, on fait attention. On le fait, cet exercice, de 2 à 3 fois pour s'assurer de bien dégager toutes les saletés à l'intérieur. Ici, elle était quand même assez propre, le linge ne s'est pas sali. Normalement, s'il y avait un fil de coincé à l'intérieur ou de la saleté, on aurait pu facilement le retirer avec ça. Quand je parle d'un fil coincé à l'intérieur, c'est ceci. On va juste faire un petit peu de ménage. Ceci, c'est vos disquettes de tension.
Là, on va les faire distancer afin que vous puissiez mieux les voir. Ainsi. Vous avez une plaquette à l'extérieur. À l'intérieur ici, à l'extérieur, pardon. Vous avez votre tige qui traverse complètement à l'intérieur ici. Vous avez l'intérieur de votre machine, une tige de métal, et à l'extérieur ici, vous avez un ressort. Et naturellement, la partie qui vient visser, pardon, dans l'envers. On fait le ressort ainsi. Lorsque vous appuyez, les deux ressorts s'écrasent de plus en plus de soi. Lorsque je parlais d'un fil coincé, il y a un espace ici à l'intérieur. Votre fil, lorsqu'il casse, il vient se loger entre les deux. Et l'accumulation de graisse, ça a l'air anodin, mais la friture à la maison, que ce soit les œufs le matin, qu'on puisse faire des pommes de terre frites à la maison ou vice-versa, ce sont des graisses qui sont volatiles. Donc, elles se promènent dans l'air. On peut tout simplement avoir de la graisse de notre propre sueur sur les mains, l'apporter au niveau de la bobine de fil, le fil devient gras et la graisse finit par s'accumuler au niveau de vos disquettes. Oui, ça a de l'air minime, mais à long terme, ça s'accumule. En plus, le fil de mauvaise qualité fait de la mousse. La mousse aussi, il va se loger à l'intérieur de ça et à l'intérieur de votre machine. Il faut faire très attention. Ce qu'on parlait aussi tout à l'heure du fil de qualité et un fil bon marché, les particules que vous voyez ici qui sont distancées vont faire en sorte qu'à l'intérieur de vos disquettes, ça va donner des légers petits coups. Comme une espèce de petit papier sablé, vous allez l'entendre gricher à l'intérieur de vos disquettes et aussi au niveau de l'aiguille. Donc, ça peut sauter des points, ça peut provoquer énormément de problèmes. Donc, faire attention, toujours miser sur un fil de qualité. Comme je me plais à dire, vous êtes mieux de payer plus cher pour une bobine de fil qui va vous donner satisfaction que d'acheter un fil de mauvaise qualité et de me voir sonner à votre porte, qui est beaucoup plus dispendieux qu'un fil de qualité. Donc, pour les fils et pour la tension, ce serait pas mal la chose à vérifier. Ensuite, lorsque le tensionneur est bien nettoyé, on est sûr d'une chose, c'est qu'on a réglé un problème au niveau de la tension sur le dessus. Ensuite, une autre façon de voir. Au niveau de votre porte-canette en bas, les porte-canettes en plastique qu'on a vu tout à l'heure sont déjà préajustés au niveau de la compagnie, d'accord? Donc, on n'a pas besoin de jouer avec. Il y a plusieurs façons de régler cette tension-là. Naturellement, avoir un fil de qualité aide énormément à avoir une bonne tension. Pour ceux qui s'y connaissent très bien, on parle du balancier, ainsi. On tient notre fil ainsi avec la canette. À chaque fois qu'on va donner un petit coup, la bobine va descendre légèrement. Oups, là j'ai échappé le fil. Elle va descendre légèrement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de tension au niveau de la canette. Pourquoi? C'est un distributeur. Beaucoup ont le problème d'ajuster leur machine, la tension en haut et en bas de la même façon. Lorsqu'ils tirent sur leur fil en haut, ils doivent avoir absolument la même tension en bas. C'est une erreur grave que vous faites et vous allez endommager votre machine et vous compliquer la vie dans toutes vos coutures. Donc, la meilleure façon de suivre est ceci. Mémoriser la tension sur la canette en bas. On dit bien un distributeur, d'accord? Elle doit rester fixe comme ça. Ensuite, l'autre façon de faire. Tout le monde a eu le privilège dans sa vie de tenir un enfant dans ses bras. On parle d'un bébé naissant. On va prendre son doigt, on va faire une légère pression, puis couki, d'accord? Par contre, oui, ça a de la niaiseux, effectivement, ce sont des expériences niaiseuses, mais qui nous permettent de mémoriser. La légère pression qu'on fait sur le doigt d'un enfant. On va faire la même chose avec notre fil. On se coupe un bout de fil de 12 pouces, on le tient aux 3/4 et on met la même pression sur un doigt d'enfant. Ensuite, on va tirer légèrement sur le fil, vers le haut, ainsi. Et, comme par hasard, c'est exactement la même tension qu'on va retrouver sur notre canette. Une autre façon de procéder. On va le faire ici, étant donné que le fil est noir. On va le mettre droit devant soi. On va faire la même chose. On prend notre index, la main gauche, on appuie légèrement sur le fil. Vous avez 3 heures au niveau de la table et midi face à nous. Alors, on va tirer environ à 2h30 en appuyant légèrement, comme si on appuyait sur la main d'un enfant. Et on tire. Encore une fois, on a exactement la même tension ici qu'on a là, qu'on devrait avoir sur cette canette.
Peu importe la grosseur de fil, c'est la même chose. Mais vous êtes mieux de le faire avec un fil petit. Quand je dis petit, on parle de numéros. 40, c'est très gros pour un fil et 100, c'est petit. Donc, on le fait avec un fil qui va être environ dans les 80, grosseur 80, pour pouvoir ajuster sa canette correctement. Donc, vous avez une vis ici au milieu. Je vais juste me prendre un petit tournevis. Il va m'aider. Voilà. Juste ici, vous avez une vis en plein centre qui permet de régulariser la tension, ou de régler, si vous permettez. D'un coup que la tension est réglée, vous devez la tourner environ un quart de tour à la fois. Dites-vous que vous avez 1h30 d'utilisation. Si vous dévissez au-delà de ça, bonne chance pour la retrouver sur le plancher. Sinon, mettez un essuie-tout sur la table ou un linge afin de travailler au-dessus. Si vous perdez votre vis, au moins elle ne rebondira pas. Okay? C'est petit et ça rebondit énormément. Donc, d'un coup que le réglage est fait, on vérifie sa tension pour être certain d'avoir la bonne. Ceci fait, à ce moment-là, il va tenir comme un pendule et à chaque fois que vous allez donner un petit coup, vous perdez votre canette. Donc, on recommence. Avant de faire le test de tension, une seconde fois, je voudrais juste vous montrer la façon que vous devriez embobiner votre canette. Quand vous la tenez dans vos mains, elle devrait être ainsi. Le fil vers le haut, comme ça. Et quand vous tirez sur votre fil, il tourne dans le sens horaire d'une montre. Donc, vous la tenez ici, comme ça, vous l'enfilez à l'intérieur, et ainsi, vous allez pouvoir aller le placer à l'intérieur, bel et bien entre les encoches ici. Certains modèles, on doit enfiler dans le trou à l'intérieur ici. Donc, d'un coup, vous avez votre tension. On va faire le test. On le tient en pendule, on donne des petits coups, et la pendule, elle devrait descendre tranquillement. On va l'ajuster encore un petit peu trop rigide, comme ça. Parfait. Ainsi. Vous voyez, à chaque fois que je donne un coup, elle descend environ d'1 pouce. Elle n'a pas besoin de descendre plus. Donc, vous avez votre distribution au niveau de la tension qui est adéquate. Voilà. Donc ici, on l'a là-dessus. Remis. OK. Avec lui, il l'a. Ça, c'est son crochet à l'autre. Donc, souvent, on va avoir des problèmes de tension qui vont nous provoquer ce genre de problème. Vous avez votre tissu ici. Sur la surface, pardon, on va le faire un petit peu mieux. Ceci, c'est la surface. Vous avez un point qui est très droit et très égal. D'accord? En dessous, c'est l'inverse. Vous vous retrouvez avec une multitude de cheveux qui est très désagréable. Souvent, ça vient coincer à l'intérieur de la machine et on est obligé de tirer. Ne jamais tirer sur votre matériel dans des moments comme celui-ci. Vous risquez de détimer votre crochet et là, vous allez avoir vraiment besoin d'un technicien. La mode à suivre, c'est de prendre le temps réellement avec les ciseaux d'aller couper le matériel qui est coincé. Afin d'éviter ce genre de problème, vous devez faire les tests de tension qu'on vous a montrés tout à l'heure. Lorsque vous avez un problème comme celui-ci, il y a rapport à plusieurs choses. Premièrement, on va aller chercher une bobine de fil. Attends ici. Au niveau des problèmes de tension, vous avez votre enfilage. Au niveau de votre enfilage, vous devez enfiler correctement votre machine. C'est pas évident par en envers. Okay. Voilà, comme ceci. On va le retenir, comme ça. Si vous oubliez cette partie, d'accord? À ce moment-là, le tensionneur ne travaillera pas, OK? On est enfilé au niveau du tensionneur. C'est lui on l'appelle le tire-fil. Le tire-fil, si vous sautez cette étape, il va faire énormément de boucles comme celui-ci et vous en sortirez pas. Lui, son travail est de tirer le fil d'en dessous afin de le ramener au centre du tissu. C'est-à-dire, plus explicitement,
Vous avez 2 pièces de matériel. Vous avez la couture du haut et la couture du bas. Le but, c'est que les 2 pièces se joignent ainsi. Désolé, un petit peu de travers, là, mais votre tissu vient comme ceci. Vous avez votre couture extérieure et la couture qui est à l'intérieur de votre tissu. Donc, votre matériel vient ainsi, votre couture et votre nœud. Il est important que les 2 matériels soient reliés. Ici, vous avez la perforation de votre aiguille. Donc, si le tire-fil n'est pas enfilé, il ne fera pas son travail. C'est ce résultat-là que vous allez obtenir à chaque coup. Même chose, si à l'intérieur de vos disquettes ici, vous passez à côté. Donc, chaque moment de votre enfilage doit être bien fait, jusqu'à l'aiguille. Autre chose qui peut provoquer des problèmes au niveau de votre tension. Un mauvais enfilage, oui. Un mauvais fil, oui. Autre chose, sur les surjeteuses, c'est le même problème. Lorsque vous faites votre enfilage de votre machine, on ne l'enfilera pas au complet, juste pour les besoins de la cause ici, là. Vous enfilez votre machine. Ainsi, on va juste le faire comme ça, ainsi. Bon. Supposons que vous vous rendez jusqu'en bas. Normalement, votre tension devrait se faire très bien, mis à part un fait, ici. Vous devez éviter d'avoir des supports pendus comme celui-ci. Ou si vous préférez, même sur un industriel ou des domestiques, lorsqu'on utilise des grosses bobines, vraiment faire attention à votre enfilage au niveau de vos bobines. Vous avez le guide-fil en bas et le porte-bobine, d'accord? Les 2 doivent être vraiment alignés. Si vous n'êtes pas aligné à ce moment-là, mettons, on exagère, on est ainsi, lorsque vous allez tirer, le fil, lorsqu'il arrive à la base, il bloque. Vous voyez, ça tire en haut. Donc, le tir que ça fait va faire sauter un fil ou briser votre fil en bas. Donc, il faut faire attention à ce que ceci soit vraiment en ligne avec votre bobine en bas. Vous allez éliminer énormément de problèmes. Souvent, on me téléphone pour me dire que les fils cassent tout le temps et c'est juste une histoire de réglage au niveau des bobines. D'accord? Maintenant, on a fait le nettoyage au niveau des tensions. On sait qu'on peut avoir des problèmes de nœuds en dessous de la machine, mais on n'arrêtera pas là. On a encore beaucoup de choses à exploiter. Le phénomène de la couture des masques, d'accord? On prend un tissu simple ici. On va l'enlever. Souvent, on n'utilise pas les bonnes aiguilles. Donc, on se retrouve avec des fils qui cassent. On se retrouve avec des coutures qui sont inadéquates, c'est-à-dire une couture qui n'est pas droite. Qu'est-ce qu'une couture qui n'est pas droite? J'ai encore perdu mon crayon. D'accord. Normalement, lorsqu'on fait une couture, la couture devrait toujours être bien égale en dessous comme sur le dessus. Par contre, on utilise souvent les mauvaises aiguilles. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on utilise des mauvaises aiguilles? Souvent, on appelle notre technicien. On va prendre une aiguille ici de 10, 11 et 12. Ensuite, on va prendre la 14, la 16 et la 18. Plus l'aiguille, plus le chiffre est élevé au niveau des aiguilles, plus l'aiguille elle est grosse. D'accord? Pour ceux qui sont débutantes en couture, retenez ceci. On va prendre la perforation de nos 11. La perforation d'une 14. OK. Ici, on va dire 11 et ici, 14. On va utiliser, par contre, pas un fil de 40, on va utiliser un fil
Disons 80, d'accord? On parle d'un fil d'une grosseur de 80 à 100. On dit bien tout à l'heure, plus notre chiffre est élevé au niveau des fils, plus le fil est mince. Plus le chiffre est élevé au niveau des aiguilles, plus l'aiguille elle est grosse. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on passe dans du tissu? Il y a plusieurs problèmes qui peuvent survenir. Premièrement, on va revenir avec le tissu tantôt. OK. On continue. On va garder la même grosseur de fil pour les deux, 80 ou 100. On y va avec la 11. Ceci est un fil de 80 avec une aiguille de 11. Qui veut dire que le trou est complètement comblé au niveau de la couture. Désolé pour le dessin, je ne suis pas vraiment un artiste aujourd'hui. Lorsqu'on utilise le même fil avec de la 14, la perforation est différente, de sorte que le fil est beaucoup plus petit. Je crois que c'est assez visible de comprendre que lorsqu'on utilise une aiguille de 14 avec du petit fil, ça nous donne vraiment beaucoup d'espace dans la couture. Donc, au lieu d'avoir une couture qui est régulière et très droite, on va avoir une couture qui va être variée et tout croche. Souvent, on fait venir le technicien, on se dit « ça ne marche pas, ma machine ne coupe plus correctement. J'ai toujours cousu avec ce fil-là, j'ai toujours les mêmes aiguilles. » On fait attention. Souvent, on peut changer de fil et on va avoir une variante. On peut retrouver aussi ce genre de variante-là avec un fil de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on a toujours notre aiguille de 14, on a une partie de fil qui est petit et une partie de fil qui est plus gros. Plus petit, des fois encore plus petit. Donc, on va avoir des trous bien comblés et des trous mal comblés, justement à cause d'un fil de mauvaise qualité. Donc, il faut faire vraiment attention. Bien investir dans un fil, c'est de se sauver beaucoup de troubles. Et ça, je ne le dirai jamais assez suffisamment. Donc, le problème du fil et de la couture, c'est un point. Encore une chose, au niveau du fil, au niveau de l'aiguille. Si vous avez une aiguille beaucoup plus petite qu'un fil gros, cette fois-ci, on garde notre 11 et on va coudre avec un 40. Premièrement, le fil est beaucoup trop gros pour le chat de l'aiguille. Il va falloir le mouiller et le rouler afin de pouvoir le rentrer correctement. Oui, ça risque de rentrer. Vous avez peut-être des chances, dirons 60. 60, ça rentre mieux. Il a tendance à ouvrir notre fil, mais il va rentrer quand même dans l'aiguille. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une couture qui est quand même assez droite, sauf que de temps en temps, il va vous manquer un fil ou le fil va tout simplement casser. Pourquoi? Le fil est beaucoup trop gros. Lorsqu'il pénètre à l'intérieur, la loupe est insuffisante. Vous avez votre aiguille qui rentre à l'intérieur du matériel. Ici, on a le creux de l'aiguille et la perforation à l'intérieur. Votre fil rentre ainsi à l'intérieur du fil et ensuite remonte comme ça. Votre crochet, lui, c'est ici. Pardon, ici, qui vient ramasser votre fil. On va l'exagérer un petit peu pour mieux le faire voir. Votre crochet est ainsi. Il vient frôler à l'intérieur de votre aiguille, il ramasse votre fil et le remonte en haut. Lorsque votre fil est trop gros, à ce moment-là, le fil, il ne fera pas la loupe. Pardon, c'est ici. On finit par avoir une belle aiguille. Ce qui va se faire, c'est que votre fil, il va rester collé. Il va remonter et il va rester collé. Donc, le crochet, quand il va passer, il va simplement passer devant l'aiguille et ne ramassera pas le fil. C'est vraiment fatigant parce que souvent, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas et on ne pense pas non plus à vérifier l'état de nos fils, ni le fil qu'on met. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'à la bobine en dessous, on va mettre un fil qui est toujours plus gros, mettons un 60 en bas, et on va utiliser un 100 ou un 80 en haut. La différence que ça va faire, c'est que votre fil est trop petit, en bas il est très gros, ça va tirer et vous allez avoir des belles loupes en dessous. OK. Lorsque
Lorsqu'on utilise une aiguille de 11 avec un fil de 80 ou de 100, la différence se fait que notre aiguille ici, on va refaire notre chat, le fil, lorsqu'il passe à l'intérieur de l'aiguille, est beaucoup trop collé. Donc, il est serré, la loupe ne se fait pas. Donc, quand le crochet passe pour ramasser son fil, il est absent. Il est trop collé sur l'aiguille pour être ramassé. Ça veut dire que l'aiguille va remonter avec son fil sans faire la loupe. S'il fait la loupe, souvent, le fil étant trop gros, il va casser le fil. Donc, un bris de fil ou des sauts de poing, c'est jamais bon. Fait que toujours faire attention à son fil. L'autre chose aussi qui est probable, c'est que lorsqu'on utilise un fil qui est beaucoup plus fin en haut, avec la bonne aiguille, mais qu'en bas, on garde encore notre fil qui est gros. Donc, si vous roulez avec un fil de 60 en bas, avec des fils de 80, ça se peut que vous ayez une différence encore qui va provoquer des loupes en dessous. Donc, toujours prendre le temps de vérifier à chaque fois qu'on va faire sa couture, de s'assurer qu'on a le même fil en haut qu'en bas de la machine. Car ce qui se passe dans la bobine ici et ce qui se passe avec la canette en dessous doit être réellement coordonné. Avoir les mêmes grosseurs vous évite des problèmes. Encore une fois, on va revenir au niveau des aiguilles. Comme vous savez, ces temps-ci, les masques sont très populaires. J'ai encore mon petit linge dans mes mains. On prend des masques justement pour protéger notre santé, mais on oublie souvent de protéger notre machine. La majorité des gens vont utiliser une 14 pour coudre dans un coton qui est tissé très serré. Un coton serré, c'est un petit peu comme celui-ci, d'accord? On regarde la lumière, on la voit presque pas à travers. C'est un tissage qui est très serré, très dur. Donc, on pense, OK, vu que c'est un matériau qui est dur, on s'en va dans 3 épaisseurs, on va prendre une 14. Lorsque vous cousez avec une 14, que ce soit avec une surjeteuse ou une plaine, vous risquez d'avoir vraiment de gros plaisir en pensant que votre machine nécessite une réparation. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on coud dans du coton, habituellement, on utilise une balle pointe. Balle pointe, ça veut dire que votre aiguille n'est pas pointue, mais elle est légèrement arrondie, comme ceci. Vous avez le trou, le chat de l'aiguille, pardon. C'est d'en faire quelque chose qui est beau quand même. Vous avez le chat de l'aiguille et la pointe de votre aiguille. Oui, c'est exagéré, mais ici, on parle d'une 14. Si on parle d'une 11 au niveau de l'aiguille, vous allez avoir la même forme, mais beaucoup plus petit. Donc, lorsque la 14 pénètre dans 3 épaisseurs, plus un 3e épaisseur que l'on plie, et l'élastique, c'est énorme. Donc, vous avez beaucoup plus de fibres qui brisées et non perforées. Ici, on parle d'un bris au niveau des fibres lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur du tissu. Donc, l'accumulation des fibres brisées salit davantage notre machine, qui fait en sorte qu'on a besoin de faire un nettoyage beaucoup plus régulier, étant donné qu'on a un usage excessif. Et l'excessivité aussi, le parti excessif, de l'utilisation et surtout de la 14. La 14 est très dure. Lorsqu'elle va pénétrer, on va vraiment entendre la perforation au niveau du tissu. Donc, on a l'impression que souvent, les gens m'appellent en me disant « Écoute, viens faire un tour, ma machine amène du bruit, c'est pas possible. » Quand j'arrive et que je vois les épaisseurs qu'ils ont cousues avec une 14, c'est vraiment très dangereux de briser sa machine. Okay? Comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des engrenages en plastique à l'intérieur d'une nouvelle machine. Donc, si vous avez une vieille machine, Seigneur Stylis 513, qui est très régulier, qui est très fréquent aussi à l'époque, ce sont les premières où les guirages à l'intérieur vont rompre. Ils vont carrément casser. Et ça coûte cher. Secondo, faire attention. Au niveau de la perforation de votre tissu, si vous utilisez une 11,
au lieu d'une 14. Non seulement vous allez réduire le bruit de votre machine, mais vous allez prolonger aussi la vie de votre machine. La pénétration va être beaucoup plus silencieuse. Oui, elle va briser encore des fibres, mais de un, ça va être beaucoup moins salissant pour votre machine, donc beaucoup moins de nettoyage, en plus d'avoir une plus belle couture aussi à ce niveau-là. Parce que lorsque vous faites des grosses perforations, vous avez aussi un gros fil, donc ce n'est pas très délicat. Demandez à des couturières d'expérience, voir ce qu'ils en pensent. Ils vont vous dire exactement la même chose. Utilisez des aiguilles beaucoup plus fines dans un matériel qui est plus dur. Si vous utilisez un matériel, exemple comme un coton ouaté. Bon, un coton ouaté, c'est pas compliqué. C'est dense, c'est pas dense, pardon, oui, c'est très lousse, ça le dit, c'est ouaté. Donc, on parle d'un tissu qu'on peut rentrer facilement avec une 16, même à l'intérieur, avec un plus gros fil. Ça donne une meilleure qualité de couture en même temps. Puis, la machine, elle ne souffrira pas de rentrer là-dedans. Même si c'est un tissu qui est très salissant pour votre machine, ça ne sera pas endommageable au niveau des pièces pour votre machine. Donc, on utilise la 14, de la 16 ou de la 18 dans un gros tissu. 18, ça commence à être gros, j'avoue, là. Mais de la 14 et de la 16 pour du coton ouaté ou des cotons qui sont beaucoup plus aérés, allez-y avec de la 14. Par contre, si vous cousez dans un tissu qui est beaucoup plus dur et dense, vous pouvez descendre jusqu'à 10 même, plutôt que de la 11, vous pouvez prendre de la 10. Bien sûr, faites attention. Chaque aiguille a sa grosseur de fil et chaque tissu a son aiguille aussi. Fait qu'il faut faire très attention. Maintenant, on va parler un petit peu des tissus et des problèmes avec les aiguilles, parce qu'on en a long à dire sur le niveau des aiguilles. On a parlé un petit peu des cotons ouatés, on va parler aussi du stretch, puis des autres tissus extensibles. Okay? Les tissus extensibles, beaucoup de gens ne changent jamais d'aiguille au niveau de leur machine, que ce soit pour travailler avec le lycra, du stretch, peu importe. Ils vont toujours conserver la même aiguille. C'est heureux que vous n'ayez jamais eu de problème. Mais quand les problèmes commencent à survenir, c'est parce que votre machine elle commence à être fatiguée. Et croyez-moi, ça se fatigue quand même assez rapidement. Certains modèles vont prendre plus d'années, mais il faut faire attention. Si on a un matériel qui est très extensible, lorsque vous allez utiliser une balle pointe à l'intérieur, je dis bien une balle pointe, une aiguille qui est ronde, votre tissu va être poussé vers le bas en même temps que l'aiguille. Donc, lorsque votre aiguille va pénétrer à l'intérieur, le fil va remonter avec le tissu. Ce qui fait que vous allez avoir énormément de sauts de pointe. Vous dites, ma machine, elle ne veut pas coudre. Parce que vous n'avez sûrement pas la bonne aiguille. Si vous faites des recherches sur le web, allez sur Google, allez googler. N'ayez pas peur de googler. Ça fait partie de la game maintenant. Aujourd'hui, Google fait partie de notre vie. Puis, malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui prennent le temps d'y aller. Si vous écrivez sur Google « tissu et aiguille », vous allez avoir des chartes au niveau des images qui est très intéressante. Vous allez avoir tout ce qui touche les aiguilles. Exemple. Ici, on a une charte que j'ai été chercher moi-même sur Google. Okay? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est sur Google. Si vous faites la recherche, vous allez pouvoir voir ceci. Remarquez qu'il y a une aiguille qui est coordonnée avec un tissu différent. Vous ne retrouverez pas deux fois des balles pointes pour faire la même affaire. Okay? C'est bien important. Nous allons mettre en attaché sur la page des PDF concernant ces aiguilles pour que vous soyez capable, ou des liens pour être capable d'aller chercher ces aiguilles-là. Donc, si on fait du stretch, peu importe, même le cuir, qui est beaucoup plus industriel quand même, a des formes différentes. Donc, il faut faire attention dans le choix de ces aiguilles. Souvent, on va utiliser des aiguilles universelles avec du fil universel. OK, on va mettre une petite chose au point. On ne partage pas tous le même avis sur cette partie-là, mais je vais quand même vous faire part de mon point de vue. Une aiguille universelle. OK? On parle d'une universelle. On va le faire autrement. OK. Une aiguille, d'accord, universelle. Pour le point droit, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, si vous utilisez une aiguille universelle sur un zigzag,
vous allez vous retrouver avec... il va vous en manquer. Elle va faire un saut. Toujours, souvent, sur le côté droit, à chaque fois qu'on a fait l'expérience avec une aiguille universelle, ça a toujours sauté sur le côté droit. Ça coupe bien du côté gauche, mais du côté droit, ça ne veut rien savoir. Il y a une différence entre les niveaux au niveau des aiguilles universelles. Si vous en servez sur une machine à coudre droite, pas de problème, vous pouvez les mettre sur n'importe quelle machine, elles sont universelles. Mais si vous voulez faire autre chose, faire des points extensibles ou autres, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Donc, utilisez les aiguilles qui sont conçues pour votre machine. Seigneur ont une vaste série de machines à coudre et ils ont les aiguilles conçues pour leur machine. Autant que pour les autres machines, que ce soit Pfaff Brothers, vous pouvez aller dans différents modèles d'aiguilles. Mais surtout, vérifiez votre livre. Il a été conçu pour ça. Si vous ne trouvez pas votre livre, vous pouvez toujours aller sur Internet. Vous avez juste à aller chercher, encore une fois, mettons, Brothers Stylist 513, PDF. Ajoutez PDF après avoir écrit le nom et le numéro de modèle de votre machine et écrivez PDF. Ils vont vous sortir les livres exacts de votre machine. Si vous prenez le temps de chercher, il y a toujours un livre gratuit à distribuer sur le shop. C'est sûr qu'il y a des gens qui vendent les livres. On ne peut pas empêcher les gens de faire de l'argent, malheureusement, mais il y a toujours une distribution qui est gratuite et souvent par la compagnie elle-même. Fait que prenez le temps d'aller choisir vos bonnes aiguilles. Ensuite, pourquoi que ma machine désenfile? Encore une fois, au niveau des aiguilles, c'est toujours redondant. Comme on avait dit, si vous avez une aiguille de 14 et vous avez un fil de 80 ou de 100, il se peut que non seulement vous ayez une mauvaise couture, mais que votre aiguille se désenfile. Vous vous retrouvez avec les deux fils coincés en l'air avec une aiguille qui est libre en dessous. Ça arrive souvent. Toujours prendre la bonne aiguille avec la bonne grosseur de fil. Vous n'aurez pratiquement jamais de problème avec ça. La vérification de la tension a toujours un jeu très important. Je suis en train de me mélanger. Donc, en gros, lorsque vous faites attention à tous vos moments de couture, vous risquez rien d'autre que d'avoir du plaisir à coudre avec votre machine. On a parlé de la tension, on a parlé des mauvais enfilages de la machine, on a parlé des aiguilles, on a parlé un peu des tissus aussi. Sur les tissus, prenez le temps d'aller fouiller sur Internet, c'est important. Chaque marque de tissu a son aiguille. Vous pouvez choisir la couleur du fil que vous voulez, mais il existe aussi des fils différents pour chacune de vos coutures, autant au niveau des grosseurs. Si vous allez, exemple, chercher un fil bon marché à 4 pour 1 pièce, oui, c'est un bon deal. J'avoue que c'est difficile à trouver des prix comme celui-là, mais par contre, vous allez avoir un fil qui est quand même de seconde main. Si vous payez 4 pièces pour une bobine, vous risquez de payer plus cher, mais vous allez avoir quand même un meilleur rendement. Toujours faire attention. Aussi, dans les fils, vous pouvez aller faire des choix au niveau des grosseurs de fils. Vous avez des 2 brins, 3 brins, et selon la nécessité. Faites attention à une chose. Concernant les machines ou les crochets, comme celui-ci, OK? Souvent, la plupart des gens vont coudre des toiles à bateau avec ça, OK? Certains modèles, des vieux modèles qui sont entièrement en acier, vont être capables de prendre la couture à ce niveau-là. Au niveau de la couture de bateau, vous avez un fil qui est très résistant, d'accord? On va grossir le fil, l'aiguille, on va mettre de la 18 là-dessus sur une machine. Ensuite, on va prendre un fil qui est très résistant, qui est à l'épreuve du soleil et à l'épreuve des intempéries. On met ça sur notre machine, ça va coudre. Mais vous risquez d'endommager votre machine. Je vous mens pas, ces fils-là sont tellement solides qu'on pourrait aller à la pêche à l'espadon avec ça. Fait que faut pas mettre ça dans vos machines, parce que le fil ne cassera pas. C'est pas des machines industrielles, n'ont pas un crochet rotatif qui fait un tour 100% rotatif. Donc, étant donné qu'ils font qu'un demi-tour, les serrages au niveau des ajustements sont vraiment minimes comparativement à une machine industrielle. Donc, vous risquez d'endommager votre machine. Les tensions ne seront jamais adéquates et en tout cas,
Faites ce que vous voulez avec vos machines, mais prenez soin de prendre note que ces fils ne sont pas adaptés pour votre machine. Souvent, les déréglages, on va réajuster la machine, elle va fonctionner un bout de temps, mais dès que vous allez commencer à reprendre ces fils-là, vous allez endommager, même risquer de briser votre machine. Ça fait plaisir d'avoir fait cette vidéo afin de vous aider à mieux comprendre vos machines. Pour toute autre question ou commentaire, vous pouvez nous joindre sur Clavette Machine à coudre sur Facebook. Nous avons très hâte d'avoir vos commentaires. Le but de cette formation était simple, permettre d'acquérir un petit peu plus de connaissances avec votre machine, avoir plus confiance en vous, être capable de la nettoyer et de la lubrifier vous-même. Voilà les bases fondamentales pour un entretien et aussi pour une économie. Chez Clavette Machine à coudre, nous croyons que l'efficacité passe d'abord par vous. Nous nous occupons des plus gros bris, mais l'entretien et le huilage de votre machine devraient faire partie de vos connaissances afin de donner un plus à votre entreprise.